руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться, начали. Je m'appelle Laurent Guyeno, je suis quoi? Je suis un petit peu médiéviste, mais pas uniquement, mais bon, j'ai un parcours un peu varié. Je me suis intéressé à beaucoup de sujets. Je m'intéresse au ressenti depuis en fait très peu de temps. 1 an en dilettante, et puis là, 1 mois et demi de manière un peu plus intensive pour préparer cette intervention. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Claire Colombi, et moi, je suis médiéviste de formation, et je m'intéresse. J'ai fait 3 vidéos sur le récentisme. On a aussi, avec Marion Sigaud, écrit un article dessus. Donc là, je m'y suis remis effectivement pareillement depuis quelques semaines pour préparer ce débat. Voilà. Voilà. Bon, alors, en préambule, je voudrais, essayer de lever un certain nombre de malentendus, éventuels. Quand on pense au récentisme, on peut s'imaginer que les récentistes veulent, par exemple, éradiquer, effacer, abolir le Moyen-Âge. Donc, c'est pas mon cas, en tout cas. J'ai passé beaucoup de temps à travailler sur le Moyen-Âge. J'ai publié des livres que je fais un peu de pub pour eux, là, j'en profite. Mais j'aime beaucoup le Moyen-Âge. J'ai passé pratiquement 10 ans à faire cette recherche. Donc, c'est une recherche un peu sur la culture médiévale, la culture laïque médiévale, c'est-à-dire la culture non pas cléricale, mais la culture des gens qui ne sont pas des gens d'église, que ce soit des seigneurs ou des paysans, telle qu'on peut la reconstituer. Donc j'adore le Moyen-Âge, et si je m'étais aperçu tout d'un coup que le Moyen-Âge n'existait pas, je ne pense pas que j'aurais survécu. Donc ça n'a pas changé grand-chose à ma vision du Moyen-Âge de me plonger dans les thèses récentistes. Ça a modifié un petit peu certaines choses. Si je devais réécrire mes livres, je n'aurais pas grand-chose à changer. Voilà, ça c'est une première chose que je voulais dire, parce que le Moyen-Âge pour moi est une période d'une très grande richesse, et j'ai pas l'intention ce soir de le démolir. En fait, au contraire, vous allez voir que d'une certaine manière, je l'enrichis. Enfin, le récentisme peut être considéré comme une manière d'enrichir le Moyen-Âge, vous verrez pourquoi. D'autre part, le fait de s'attaquer, de remettre en question certaines dates, il faut bien comprendre que ça ne modifie pas le patrimoine français ou européen ou mondial. Le Moyen-Âge, c'est les bâtiments, c'est le patrimoine culturel, que ce soit les pierres, que ce soit la littérature, tout ça évidemment existe. Le fait éventuellement de le replacer ailleurs dans la chronologie ne change rien à la beauté de la chose, et n'est pas une entreprise de destruction du patrimoine. Le fait que vous alliez voir un monument et qu'on vous dise, que le guide vous dise qu'il a été construit en 900 et quelques, et que vous pensiez, vous, qu'il a été construit plutôt en 1200 et quelques, ne change pas fondamentalement les choses. Voilà, donc il n'y a pas de raison de se fâcher, il n'y a pas de raison, disons, on n'est pas en train on livre pas une guerre contre la culture européenne ou médiévale. Je pense que simplement il faut, je dis ça pour un petit peu pacifier le débat, calmer les inquiétudes des uns et des autres qui pensent que les récentismes sont en guerre contre la culture médiévale. Donc en tout cas, moi je ne vois pas les choses comme ça. Le récentisme, son intérêt, c'est moi, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a fasciné d'une certaine manière, c'est réfléchir sur la fabrication de l'histoire. Comment l'histoire est fabriquée, qui la fabrique, quels sont les enjeux politiques ou autres qui ont conduit à cette chronologie que nous avons aujourd'hui.
Je pense que c'est des réflexions intéressantes aujourd'hui, puisqu'on est dans une période où on voit l'histoire se construire. On sent bien que dans le climat actuel géopolitique, l'histoire fait partie de la guerre, d'une certaine manière. Chacun essaye d'écrire l'histoire à sa manière. Et les plus forts, d'ailleurs, seront ceux qui arriveront à l'écrire avant même de la faire. Hein. C'est un peu le génie des néoconservateurs qui ont compris qu'il fallait écrire l'histoire avant de la faire. Hein. C'est-à-dire avec l'ensemble, par exemple, des prophéties. On parle du choc des civilisations avant de le déclencher. Donc écrire l'histoire a toujours été un enjeu très fort de pouvoir. Et d'une certaine manière, c'est même le dernier enjeu de la guerre. Hein. Le vainqueur n'est vraiment vainqueur que quand il a détruit la capacité du vaincu de dire son histoire. Hein. Donc c'est de réfléchir sur la manière dont l'histoire a été fabriquée dans le passé, c'est intéressant aussi pour éclairer, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, à mon avis. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis un petit peu plongé là-dedans. Voilà. Bon, j'ai quand même hésité, donc justement d'une part parce que effectivement c'est un sujet qui divise et bon, il y a d'autres sujets plus importants sur lesquels on peut. Il y a d'autres sujets plus importants dans l'actualité, évidemment. J'ai aussi hésité parce que je ne suis pas vraiment qualifié pour plusieurs raisons. Une raison, c'est que je ne lis pas l'allemand et les Allemands sont très en avance dans cette recherche et moi, je suis un peu obligé de me fier à je ne lis pas l'allemand tout simplement, donc tous ces chercheurs allemands qui ont publié des approches diverses du sujet, je ne peux pas les lire, donc je ne serai jamais vraiment un spécialiste du récentisme parce qu'il faudrait quand même assimiler d'abord tout ce qui s'est fait, et en France il y a très peu de choses qui ont été faites. Je ne lis pas le russe, mais bon ça on peut le pardonner aussi. Donc je vais quand même essayer d'apporter mes réflexions, très humblement. Donc je suis un amateur, je suis pas un récentiste, hein, je me présente pas ici comme récentiste, je suis simplement quelqu'un qui s'intéresse au sujet, tout simplement, hein, et qui trouve que c'est un sujet sérieux, une démarche intéressante, qu'il y a des choses, des hypothèses qui pour l'instant me paraissent très convaincantes, d'autres qui me paraissent vaguement plausibles, et puis d'autres qui me paraissent pour l'instant totalement infondées, mais j'évolue en même temps, hein, des choses que je pensais totalement farfelues il y a quelque temps, aujourd'hui commencent à me paraître plus sérieuses, donc je suis en pleine recherche moi-même. Voilà. Je pense que dans les thèses du récentisme, il y a beaucoup d'approches différentes, c'est pas une discipline, c'est pas une école, il y a plusieurs écoles qui se disputent aussi éventuellement. Il faut peut-être distinguer la partie déconstruction, c'est-à-dire que le récentisme part de la constatation qu'on a construit une chronologie et qu'il faut quand même s'interroger sur comment, quand, pourquoi on a construit cette chronologie et la déconstruire si on s'aperçoit qu'elle a été mal construite. Après, une autre démarche consisterait à reconstruire autre chose. Et ça, c'est parfois plus compliqué. Moi, une chose que j'ai appris finalement dans ma recherche sur le 11 septembre, pour ceux qui savent ce que j'ai fait là-dessus, c'est que finalement la recherche de la vérité, ça commence par la traque aux erreurs et aux mensonges. C'est ça qui est important, c'est d'essayer de voir où on s'est trompé. Après, reconstituer la vérité historique, une fois qu'on a détruit certaines erreurs ou mensonges, c'est plus compliqué. Donc quelquefois, il y a des gens qui vont très très loin dans la reconstruction et de manière très spéculative, hein, les Russes en particulier. Je ne suis pas du tout convaincu sur certains excès, enfin des choses que je considère comme un petit peu excessives dans la recherche russe. Voilà, ça c'était mon préambule. Donc, diapo suivante. Je vais commencer peut-être par essayer d'introduire qu'est-ce que le récentisme. Alors, une manière simple de le définir pour moi, parce que finalement, il faut bien comprendre que c'est une étiquette générique qu'on applique à tout un tas de choses, mais c'est pas une étiquette que les gens se collent eux-mêmes sur le front, évidemment. Mais bon, si on doit le définir, je pense qu'on pourrait définir le récentisme comme une manière ou une approche qui prétend montrer que certaines choses sont plus récentes qu'on ne le dit. D'accord ? Si on part de cette définition minimale, on n'est pas trop radical et on est dans une démarche logique parce que on sait que beaucoup de choses ont été mal datées. La personne, de temps en temps, on remet les pendules à l'heure sur certaines datations. Donc, modifier les datations, dire que telle chose, tel manuscrit, finalement, qu'on considérait comme écrit au IXe siècle, est écrit au XIIe siècle, ça se fait couramment, ça arrive tous les jours. D'accord ? C'est des débats qui sont à l'intérieur du système, qui ne posent pas de problème.
Donc, si on modifie certaines choses comme ça, on n'aboutit pas forcément à modifier la chronologie mondiale. Hein, si on dit que certaines choses sont plus récentes qu'on le dit, ça ne bouleverse pas nécessairement en soi la chronologie mondiale. C'est simplement quand on va assez loin, je vais prendre un exemple. Si vous dites par exemple qu'à la Renaissance, certains livres contiennent des interpolations ajoutées à la Renaissance. Bon, là tout le monde le dit. Il y a plein de livres qui sont censés avoir été écrits dans l'Antiquité. À l'évidence, il y a des interpolations qui ont été rajoutées par des copistes. D'accord ? Donc là, on est en terrain relativement sûr. Si je dis que certaines œuvres sont des faux de la Renaissance, là encore, je reste un peu dans le consensus. Hein, ça pose pas de gros problèmes. Mais par contre, si je commence à dire que toutes les œuvres de la Renaissance, ou la grande majorité des œuvres de la Renaissance, et des bâtiments... Pardon, excusez-moi. Si je commence à dire que toutes les œuvres littéraires de l'Antiquité, j'ai peut-être pas été très clair, qu'on attribue à l'Antiquité, les œuvres littéraires, hein, Tacite, etc., et la majorité ou un grand nombre d'architectures, de statues, etc., qu'on attribue à l'Antiquité, datent en réalité de la Renaissance, alors là, j'ai une démarche plus radicale et je fais quasiment disparaître l'Antiquité. D'accord ? Et c'est là que je dois bosser sur la chronologie et modifier un grand nombre de choses. Mais je modifie peut-être que la chronologie de l'Italie, et après, il faut que je vois comment ça se combine avec d'autres choses. Bon, mais je fais disparaître l'Antiquité, c'est une façon de parler. L'Antiquité ne disparaît pas, évidemment. Simplement, on se retrouve avec une autre Antiquité. Hein, et il faut voir qu'est-ce qu'il y avait à l'Antiquité. Il n'y avait peut-être pas ce qu'on croit, et il y avait peut-être d'autres choses. Bon, voilà. Donc, de cette manière-là, le récentisme peut apparaître comme c'est une démarche hypercritique. Hein, on peut dire que c'est une démarche hypercritique. C'est-à-dire qu'elle va plus loin que la critique. La critique, ça se focalise sur certains points, mais ne sort pas du consensus. Le récentisme va être tellement critique qu'il va effectivement mettre au défi le consensus. Hein. Mais le consensus, c'est quoi ? Le consensus, c'est le nombre. C'est le nombre d'historiens de métiers qui sont d'accord sur une certaine chose. On sait bien que le consensus, il n'est pas sans valeur, il a une certaine valeur. Mais il n'a pas quand même une valeur scientifique énorme. Et souvent, le consensus est erroné, hein, ou mensonger. En recherche scientifique, c'est pas le nombre qui dit la vérité. Donc, mettre au défi le consensus est une démarche hypercritique et c'est une démarche qu'on peut tout à fait assumer. On pourrait faire évidemment des comparaisons avec d'autres domaines sur le consensus par rapport au 11 septembre ou évidemment à d'autres vérités établies. Il faut bien qu'il y ait des gens hypercritiques qui mettent ce consensus au défi, hein, pour voir s'il tient la route. Voilà. D'autre part, encore un petit peu en introduction, il faut voir que le récentisme s'inscrit d'une certaine manière, c'est une démarche peut-être hypercritique, un peu radicale, mais en fait qui prolonge un grand nombre de démarches historiques qui tendent vers le rajeunissement de beaucoup de choses. Hein. Dans beaucoup de domaines, on tend à rajeunir les choses. Dans le domaine de la Bible, par exemple, on parlera un petit peu de la Bible, parce que la Bible a joué un rôle fondamental dans la construction de notre chronologie sur laquelle on vit encore aujourd'hui. Bon, les historiens de la Bible ont passé leur temps à remettre en question la datation de la Bible, et aujourd'hui l'école on va dire, est l'école montante, qu'on appelle, enfin, c'est pas eux qui s'appellent, on les appelle les minimalistes, hein, vous pourrez chercher ça sur Google, vous verrez, date la Bible de l'époque hellénistique, du IIIe siècle avant Jésus-Christ, alors qu'on est c'est censé avoir été écrit, bon, même sans parler écrit par Moïse, évidemment, mais donc rajeunir les choses, c'est une démarche historique courante. Hein, simplement, le récentisme est un petit peu radical dans ce sens-là. On peut aussi replacer ces interrogations autour du récentisme dans une querelle entre les historiens et un certain nombre de techniques, d'aspects techniques de l'histoire, et en particulier, vous savez, il y a une sorte de relation pas toujours très facile entre les historiens et les archéologues depuis très longtemps, et ça a évolué. Mais au départ, les archéologues ont un petit peu, à la fois, ont essayé de s'appuyer sur ce que leur disaient les historiens, mais ont souvent été obligés de leur dire, bah non, désolé, ça marche pas, on trouve rien. Et vous savez peut-être que le meilleur exemple, c'est quand même la Bible. C'est-à-dire que jusqu'à une époque récente, les historiens de la Bible, les historiens d'Israël, en fait, l'historien travaille sur des textes.
traditionnellement, évidemment, il a intégré beaucoup de choses, mais il travaille sur des textes, et à partir de ces textes, il écrit d'autres textes. Donc les historiens d'Israël travaillaient sur quel texte? La Bible uniquement. Hein. Donc les historiens de la Bible, les historiens d'Israël se contentaient de paraphraser la Bible, pratiquement, hein, jusqu'au début du XXe siècle, et puis l'archéologie est arrivée. Elle a essayé de retrouver le temple de Salomon et tout ça. Elle n'a rien trouvé, rien du tout. Hein. Vous pouvez, si vous cherchez sur des sources sûres, vous verrez que l'archéologie a complètement balayé l'histoire d'Israël. Il n'y a plus d'histoire d'Israël, ça n'existe plus. Hein. On peut commencer à travailler sur l'histoire de la Palestine ou de la Syrie, mais l'histoire d'Israël telle qu'elle se pratiquait a été complètement remise en question. Donc le récentisme, évidemment, utilise toutes ces avancées techniques. Et il y a aussi les techniques de datation qui ont progressé. Mais bon, toutes ces techniques sont en même temps relatives, puisqu'elles s'appuient les unes sur les autres, c'est-à-dire qu'on date de manière relative une chose par rapport à une autre, toujours, hein, dans toutes les méthodes de datation. Donc les affirmations des archéologues peuvent aussi être remise en question. Alors le récentisme, lui, va utiliser d'autres choses. Il va utiliser, comme vous le savez peut-être, des analyses des données astronomiques qu'on peut trouver dans les textes, qu'elle compile. Isaac Newton, qui est un des personnages qui a remis un petit peu en question certaines choses, s'appuyait sur ses connaissances astronomiques et qu'il confrontait aux chroniques qu'il pouvait lire. Et puis il y a un autre Newton, d'ailleurs, Robert Newton de la NASA, qui a... Alors, Robert Newton, dont Fomenko, d'ailleurs qui aurait déclenché un petit peu les recherches de Fomenko, le récentiste russe, est un astronome de la NASA qui s'est intéressé aux chroniques historiques et dans lesquelles il y a souvent des indications très précises sur les éclipses. Et en essayant de mettre ça dans une chronologie, en confrontant ça avec ce qu'on sait, il a abouti à la conclusion que la Lune avait changé de vitesse. De temps en temps, elle allait plus vite, hop, et de temps en temps, elle raboute. Alors évidemment, on peut imaginer, Fomenko dit, ben non, c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est tout simplement que les chroniques sont mal datées. Hein. Donc là, c'est un exemple, vous voyez. Soit on veut rester absolument dans la chronologie consensuelle. Hein, je dis pas officielle, consensuelle. Officielle, évidemment, ça n'existe pas. Et à ce moment-là, on se dit, ben non, la Lune a dû changer de vitesse. Hein, soit on se dit au contraire, bah, regardons si la chronologie officielle tient la route, parce que la Lune, il y a des grandes chances qu'elle n'ait pas changé de vitesse. Voilà. Hein, c'est un exemple où on a des données qui nous mettent au défi. Si on veut vraiment absolument maintenir la chronologie, bon, on va inventer des trucs complètement tirés par les cheveux, qui n'ont aucun sens. Hein. Donc il y a un moment, en fait, on va être obligé, le récentiste va être obligé de modifier la chronologie quand il arrive à un point de saturation. Il y a trop de problèmes. On n'arrive plus à régler les problèmes. Quand il y a un problème, deux problèmes, on arrive à se dire, on va déplacer les choses les unes après les autres, on va déplacer un peu une chose dans le temps, mais quand il y a une saturation de problèmes, on est obligé de remettre la chronologie en cause. Hein, c'est un petit peu ça, enfin, voilà comment on peut voir le récentisme. On ne part pas du postulat que la chronologie est fausse, et puis on va bouleverser ça, on va remettre les choses. Non, on part d'observer les problèmes. Il y a des problèmes à régler, des problèmes qui se posent dans l'histoire telle qu'on nous la donne, et quand les problèmes sont trop nombreux, on est obligé, on arrive à une sorte de saturation. Hein, enfin, une manière de voir les choses. Alors, les récentistes russes sont aussi, disons, se caractérisent par cette démarche. Fomenko est un mathématicien, ils analysent des textes, ils essayent ils font une analyse statistique, alors non pas de biographie pour voir quand est-ce que les deux souverains, non, plutôt ils mettent en relation des dynasties ou des règnes entiers, ou même des pans de l'histoire entiers, pour essayer de montrer. Mais c'est pas à partir de là si vous voulez, ils arrivent à des hypothèses et qu'ils essayent de confirmer de manière diverse. Et ça, c'est une manière, parmi d'autres, d'avoir des indices qu'on a des doublons dans l'histoire. Ça, c'est un élément un aspect très important du récentisme. Il semblerait que ceux qui ont mis la chronologie telle qu'on l'a aujourd'hui ont mis bout à bout des choses qui, en réalité, se rapportaient à la même période. Hein, puis ils l'ont projeté, certaines périodes, certaines choses qui étaient relatives à une dynastie médiévale, s'est retrouvé projeté à l'Antiquité, par exemple. On a des doublons, hein, et on peut essayer de les reconnaître d'une manière ou d'une autre. Tout ça, c'est des hypothèses, évidemment.
Avant de rentrer dans la première période, avec des exemples, je vais essayer aujourd'hui de synthétiser un peu ce que j'ai compris et puis de donner quelques exemples pour que vous voyez un peu concrètement quelques exemples. Mais je réponds encore par avance à une objection qui vient automatiquement à l'esprit lorsqu'on parle du récentisme, mais comment on peut enlever une période dans un pays sans que ça bouleverse la chronologie dans d'autres pays, hein. Vous avez cette objection. Alors, la réponse à cette question, elle est simple. Il faut comprendre à quelle période a été construite cette chronologie, hein. Et c'est ça d'ailleurs qui est le plus intéressant chez les récentistes, c'est que les récentistes nous apprennent d'où sort cette chronologie qui est la nôtre. Elle n'est pas tombée du ciel, c'est pas Dieu qui l'a révélée, elle a été construite, c'est une œuvre humaine, si vous voulez, hein. Le temps est créé par Dieu, si vous voulez, hein. Avant aujourd'hui, il y avait hier, et puis avant, il y avait avant-hier. Tout ça, les ressentistes ne le remettent pas en question, évidemment. Simplement, lorsqu'on place des événements sur une échelle de temps, ça, c'est une construction humaine. Quand a-t-elle été faite, cette construction humaine? C'est quand même, il faut partir de là, hein. Donc, elle a été faite, effectivement, au XVIe siècle. Et puis au XVIIe siècle, hein, les récentistes se réfèrent à la chronologie scaligérienne, parce que Scaligère est cet homme d'église converti, devenu un huguenot, qui a, en reprenant des histoires, des chroniques, des chronologies antiques, romaines, grecques, bibliques, etc., a construit cette chronologie, qui a été complétée après par un certain jésuite Denis Pétot, hein, au début du XVIIe siècle, qui lui prétend avoir repris d'autres chronologies. Petit détail intéressant, il s'appuie sur la chronologie de Denis Petit, ou le Petit, qui aurait écrit, qui serait celui qui a déterminé à quelle époque était né Jésus et à quelle époque il était mort, au VIe siècle. Il aurait déterminé tout ça au VIe siècle. On aurait son œuvre aurait été transmise par Bède le Vénérable, qui est un personnage un petit peu difficile à cerner. Bon, bref, là, on peut déjà commencer à sentir on peut avoir des soupçons, si vous voulez, sur les sources de ces gens-là. Denis Pétot, Denis Petit. Hein, Denis Pétot a-t-il inventé Denis Petit, hein? C'est un soupçon en tout cas qu'émettent les récentistes. C'est-à-dire que ces gens qui ont construit la chronologie, peut-être ont-ils un peu fraudé aussi, hein? Peut-être ont-ils un petit peu forcé les choses, et il y a une part d'erreur, une part de fraude. On va voir que dans les erreurs qu'on attribue à la chronologie, c'est complexe, il n'y a pas de complot, il n'y a pas simplement à un moment des gens qui ont comploté pour tout changer, c'est pas ça. Il y a eu des erreurs, il y a de la fraude, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux économiques, on verra, c'est très important aussi. Il y a tout un tas de choses qui se mélangent, il y a des erreurs qui se greffent là-dessus, puis à un moment on dit bon, on va mettre de l'ordre là-dedans, et il y a des gens qui établissent un truc, et hop, on verrouille la chronologie, et puis personne ne touche à rien, et on se retrouve avec un truc qui est bourré d'erreurs. C'est comme ça que ça se passe, si vous voulez. Il n'y a pas une cause unique, hein, dans ces erreurs. Donc, pour répondre à l'objection, ce sont les jésuites après qui ont construit, qui ont été un petit peu les fers de lance de l'érudition européenne. Et comme vous le savez, pour répondre à l'objection, pourquoi en Chine, par exemple, si j'enlève 300 ans en Europe, il faut que je les enlève en Chine? Bah oui, mais c'est pas un problème. En Chine, ce sont les jésuites qui ont construit la chronologie. Et c'est partout pareil, si vous voulez, que ce soit en Inde, au Japon. Il n'y avait pas, avant que les jésuites ou les Européens, disons, arrivent avec cette chronologie et puis avec cette espèce de maître demande aux Chinois de mettre leur histoire en accord avec cette chronologie. Il n'y avait pas cette démarche-là. Elle n'existait pas. Il y avait des archives, des chroniques dynastiques, etc. Mais bon. Donc après, vous savez, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mondialement accepté par les historiens du monde entier, à tort ou à raison, mais c'est en Europe que ça a été inventé. Donc cette objection, elle est, à mon avis, quand on réfléchit un petit peu, quand on comprend comment toute l'histoire mondiale a été construite, elle pose pas de problème, à mon avis.
Alors, alors ça c'était juste pour illustrer un petit peu la démarche dont on parle parfois des récentistes russes qui comparent, ici c'était le deuxième empire romain avec le troisième. On va d'abord s'intéresser au siècle fantôme du Haut Moyen-Âge, parce que moi en tant que médiéviste, lorsque j'ai entendu parler du récentisme pour la première fois, c'est cette idée qui m'a paru intéressante. Parce que dans mon travail sur l'histoire de la culture médiévale, il y a quand même des tas de choses étranges qui, après, à mes yeux, ont pris un peu de sens lorsque je me suis intéressé au récentisme. Ça a répondu à certaines questions. C'est comme ça que je m'y suis intéressé. Je vais vous donner un exemple. Comme je m'intéressais aux romans médiévaux, je m'intéressais à la matière de Bretagne et aux romans arthuriens, c'est-à-dire toute la littérature romanesque. C'est de la poésie en ancien français, ou en ancien anglais, en italien, c'est dans les langues qu'on dit vernaculaires, donc c'est une littérature qui n'est pas en latin. Qui est donc, il y a plusieurs genres au sein de cette production. Il y a les romans arthuriens, donc qui tournent autour du roman Arthur, et évidemment on s'intéresse à ce que les gens disaient sur le roi Arthur à l'époque, et on s'aperçoit que le roi Arthur, qui est censé avoir vécu, enfin s'il a existé, mais disons que la période dans laquelle on peut le situer, c'est le VIe siècle. Arthur étant censé être un celte romanisé, un gallois romanisé, qui lutte contre les Saxons, les envahisseurs saxons, 6e siècle, d'accord ? Mais on s'aperçoit qu'au XIe siècle, lorsqu'on voit émerger cette littérature laïque du Moyen-Âge, les Bretons, terme qui désigne à l'époque à la fois les Gallois et les Armoricains, c'est-à-dire les Bretons de Grande-Bretagne et de Petite-Bretagne, c'est le même peuple, on a l'impression, ils attendent le retour d'Arthur. Et dans les chroniques qu'on peut consulter sur des moines qui vont voyager en Bretagne, en Petite ou Grande-Bretagne, on a l'impression que ces Bretons attendent de manière imminente le retour, la résurrection d'Arthur pour qu'il les guide vers la reconquête de la Grande-Bretagne et donc vers l'expulsion des Saxons qui leur ont pris leurs terres. Vous savez que ces Bretons, qui étaient des Celtes, ou les Britons, les historiens disent parfois les Britons pour les Britanniques, il n'en restait plus qu'en Galles, en Cornouailles, etc. Et on a l'impression que la mort d'Arthur, pour eux, est récente et que leur immigration en Armorique est récente. On a le sentiment, dans beaucoup d'aspects, que les gens du Moyen-Âge de cette période-là, 11e, 12e siècle, vivent avec un souvenir assez frais de ces traumatismes. On a du mal à comprendre comment se fait-il que si Arthur a vécu au VIe siècle, on n'en entend pas parler jusqu'au XIIe siècle. Comment se fait-il qu'au XIIe siècle, ils attendent le retour d'Arthur avec une ferveur extraordinaire, puisque les chroniqueurs disent attention, si vous contestez ça devant un Breton, vous risquez de prendre un coup sur la tête. Donc c'est quelque chose de très fort. Et il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais disons qu'il y a beaucoup d'observations comme ça qu'on fait au sujet du Moyen-Âge, qui conduisent à l'idée qu'au fond, on a l'impression que les gens du Moyen-Âge vivent dans une chronologie courte. On a l'impression qu'ils vivent dans une chronologie courte. Évidemment, dans le domaine iconographique, vous savez qu'ils représentent les gens de l'Antiquité comme des gens du Moyen-Âge, mais est-ce que c'est parce qu'ils pensaient que les gens se sont habillés depuis la nuit des temps pareils, ou est-ce que c'est parce qu'ils s'imaginent l'Antiquité récente? On n'a pas de réponse claire là-dessus, mais on a le sentiment qu'au Moyen-Âge, on vit avec le souvenir de l'Antiquité, un souvenir comme si l'Antiquité était récente. Et il est difficile de prouver le contraire. Il y a aussi dans le domaine de la culture médiévale un problème de transmission de la culture, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une culture antique qui s'est transmise jusqu'au XIIe siècle, et on ne sait pas comment, puisqu'on a plein de mystères, si vous voulez. Donc on a inventé des théories comme quoi il y aurait eu cette culture païenne antique qui se serait transmise de manière purement orale, d'une manière quasiment souterraine, et hop, on la voit réémerger au XIIe siècle. C'est des théories qui ne sont pas tout à fait satisfaisantes, dont se sont emparés les folkloristes pour dire que le folklore charrie une vieille culture païenne, etc. Mais il y a des tas de choses qui ne vont pas dans cette manière de voir la transmission des choses. Il y a aussi des œuvres littéraires du XIIe siècle qui s'inspirent à l'évidence d'œuvres antiques, mais œuvres antiques qui sont censées ignorer et qu'on redécouvre au XVe siècle. Il y a beaucoup de problèmes de ce type-là, donc le récentisme, pour moi, a été apporté quelques réponses. Évidemment, on va passer à la diapo suivante, il y a les problèmes de Pierre. Là, je vais pas m'y étendre, mais vous savez que
dans la thèse des siècles fantômes du Moyen-Âge. Alors, les siècles fantômes du Moyen-Âge, ça serait autour de Charlemagne. Hein. Les récentistes, on va dire modérés allemands, disent autour 300 ans autour de Charlemagne, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui manque. Il manque de l'architecture. La chapelle palatine, celle-ci, la suivante, diapo suivante, ne peut pas dater de l'époque de Charlemagne. Elle démontre une avance technologique beaucoup trop grande. Elle date du 11e, 12e siècle. Elle ne peut pas dater de la période de Charlemagne. Donc il y a le problème de l'architecture. À l'époque de Charlemagne, si vous regardez même sur Wikipédia, vous regardez architecture carolingienne, on vous dit le style de l'architecture carolingienne imite ou fait un retour aux formes de l'Antiquité tardive, hein, ce qui est tout simplement une manière de dire qu'on ne peut pas distinguer l'architecture carolingienne de l'architecture de l'Antiquité tardive. D'accord ? Donc il y a un trou, mais je ne peux pas m'étendre plus que ça. On peut parler aussi, vous avez des problèmes au niveau de l'architecture partout. Vous avez à Paris, par exemple, le musée du Moyen-Âge, hein, c'est l'hôtel de Cluny, dans lequel vous avez des vestiges romains, comme ici, des thermes romains très bien conservés, avec une voûte magnifique, qui sont adossés, diapo suivante, à des constructions du Moyen-Âge du XIIIe siècle. Alors ça, c'est XVe siècle, par contre, ça a été rebâti. Vous avez une construction en plein Paris, vous avez des ruines romaines sur lesquelles on a construit au XIIIe siècle. Et entre les deux, rien. On n'a pas enlevé les pierres, on n'a pas détruit, on n'a rien construit entre les deux. Donc il y a au niveau de l'architecture des trous, si vous voulez. Et personnellement, alors beaucoup de récentistes, notamment François de Sart, qui a fait connaître un peu les récentistes allemands, lui est partisan d'enlever 800 ans. Moi, je serais plutôt partisan de 600 ans, c'est-à-dire qu'il me semble qu'entre le 6e siècle et le 12e siècle, il ne se passe rien. Alors, on va passer à la diapo suivante. Enfin, il ne se passe rien, façon de parler. Si j'essaye de... En fait, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut aller déjà au XVe siècle, 14e, 15e siècle. C'est là c'est là qu'on fabrique en fait l'Antiquité. Alors il y a on peut séparer deux aspects des choses. On peut parler de Jean Hardouin, qui est ce fameux jésuite dont parlent les récentistes, qui aurait modifié, qui aurait déclaré que beaucoup de textes que les pères de l'Église de l'Antiquité tardive sont des faux, n'ont jamais existé, que leurs écrits ont été fabriqués par des moines du XIIIe, XIVe siècle. Hardouin avait une certaine vision d'un complot de moines qui auraient voulu répandre leurs hérésies. Moi, je pense qu'il se trompe sur les motifs. Simplement, il faut comprendre qu'au XIIIe, XIVe siècle, on est dans une période où il y a des luttes de pouvoir très intenses. On n'a pas, contrairement à, on imagine parfois le Moyen-Âge comme la période où l'Église règne en maître, c'est totalement faux. Il n'y a pas d'unité de l'Église à l'époque. Il y a des monastères qui se chamaillent, il y a une guerre culturelle, il y a une grande compétition, et il y a aussi, vous savez, la guerre entre les rois et les papes. Philippe le Bel emprisonne Boniface. Boniface, c'est celui qui invente, invente entre guillemets, en tout cas, qui déclare être les pères de l'Église, Augustin, Jérôme, etc. On a tout un tas de compétitions. Et puis on a aussi l'arrivée du papier. Très fin du XIIIe siècle, c'est là qu'on commence à avoir du papier. Alors on n'arrête pas d'écrire, mais avant le papier, il faut essayer d'imaginer qu'est-ce que ça voulait dire écrire. Sur le parchemin, c'est un matériau extrêmement coûteux et compliqué. Mais là, on commence à écrire, les monastères ils commencent à écrire beaucoup de choses, et il est probable, moi je suis convaincu aujourd'hui qu'effectivement il y a beaucoup de faux. Les pères de l'Église, c'est une chose. Deuxième chose, c'est toute la culture antique, qui en fait a été créée, inventée à la Renaissance. C'est-à-dire qu'à la Renaissance, on a inventé l'Antiquité. La Renaissance italienne, c'est la Renaissance de l'Italie de 2 ou 3 siècles avant. Mais on a projeté ça dans un lointain passé, donc je voulais parler de ça. Et puis il y a la Rome antique, et puis il y a la Grèce, le problème de la Grèce avec des problèmes liés à l'architecture également, les écrits. Et en dernière partie, j'aurais voulu essayer de synthétiser ce que dit, à mon avis, de plus intéressant les récentistes russes sur Byzance. Parce que le fond du problème se situe à Rome, qui à un certain moment a usurpé l'héritage de Byzance. Et dans notre image des choses, on a l'idée que Byzance est la deuxième Rome.
Selon Fomenko, c'est l'inverse. Byzance existe bien avant Rome, et Rome usurpe tout l'héritage de Byzance à partir. Et ça, c'est une clé, à mon avis. Je suis aujourd'hui assez convaincu que c'est une vision qui. Alors, c'est pour ça que le récentisme bouleverse pas seulement le temps, mais l'espace, puisque l'Empire romain, en réalité, commence à Byzance. Et Rome est une petite bourgade lorsque Constantinople est déjà une mégapole. Donc, je voulais arriver à ces notions-là. On y reviendra peut-être. Donc moi je vais vous donner ma vision du monde. Donc le problème principal du récentisme, c'est que c'est un concept, vous l'avez dit, le temps doit être raccourci. Par contre, les modalités sont floues et ils sont pas d'accord. Ce qui est assez pratique parce que du coup il y en a qui disent 300, il y en a qui disent 600, il y en a qui disent 1000. Il y en a qui sont pour un grand cataclysme, d'autres qui pensent qu'il n'y a pas eu de cataclysme, et il y en a certains qui pensent que c'est un complot, entre guillemets, il y avait une volonté de la part ou de moines ou de jésuites de réécrire, et d'autres qui pensent que ce sont des erreurs. Et ensuite, comme un Rubik's Cube, ils se renvoient la balle, et quand on dit, attendez, 1000 ans, ce n'est pas possible, ils disent, oui, mais lui, là-bas, il pense 300, puis alors quand on va le voir, et on lui dit, attendez, le cataclysme dont personne n'a jamais entendu parler, ah non, parce que, vous savez, lui, là-bas, il pense pas qu'il y a un cataclysme. Donc, en fait, c'est quand même une espèce de nébuleuse assez, oui, vraiment pour quelqu'un qui a été formé à l'histoire, assez bizarre. C'est-à-dire qu'il y a un concept, c'est plus récent, mais les modalités sont floues. Alors, un petit peu plus de précision. Anatoly Fomenko, qu'on présente toujours comme un mathématicien, donc je lui laisse complètement ce titre, mais ce qu'il fait beaucoup dans ses œuvres, c'est pas de la mathématique, c'est de la statistique. Donc il établit un modèle statistique et ensuite, à l'aune de ce modèle statistique, il veut réécrire tout le matériau qui est à notre disposition et réécrire une histoire. Et alors, Fomenko est un ultra-patriotique délirant, c'est-à-dire que hors de la Russie, avant la Russie, rien n'existe. Parce que quand on regarde sa vidéo numéro 12, qui est disponible sur YouTube, où après avoir expliqué sa méthode, là où il lui semblait qu'il y avait des choses bizarres, il fait ce travail on va vous donner une nouvelle chronologie. Donc, si je vous le résume, et c'est vraiment disponible sur Internet, c'est la horde cosaque russe du XIVe siècle. Donc, ce sont des cavaliers russes. Il dit que Gengis Khan, le roi mongol, n'a pas existé. En fait, c'était un roi russe qui se serait appelé Yuri III. Donc, sa horde de cavaliers fond sur le monde, soumet les pays d'Europe, on va dire l'Angleterre, la France, qui doivent lui payer un impôt, fonde la papauté à Rome, traverse la Méditerranée, fonde le califat à Bagdad. Les cavaliers, ce sont en fait les cavaliers mamelouks, ce sont les Russes. Ils traversent la Chine, ils fondent l'ordre des samouraïs au Japon. Donc là, il n'y a plus de cavaliers, il n'y a plus que des... Parce qu'en fait, ils viennent de la ville de Samsara, samouraï. Et ensuite, ils poussent jusqu'au détroit de Bering et ils vont même fonder les sociétés Mastec et Aya. Non, Maya et Aztèque. Et le fils de Gengis Khan serait enterré dans la vallée des rois et on a construit pour l'occasion pour ses descendants. Et Gengis Khan, donc Yuri III, il est enterré sous les pyramides de Gizeh construites à cette occasion. Voilà, je veux dire, les bras m'en tombent. Mais alors ça, c'est son modèle statistique. Tout est russe, donc c'est pour ça, je pense qu'il fait venir Constantinople, Byzance, Istanbul dans son modèle. Il écrit aussi que la Vierge était russe, donc le Christ était russe. C'est quand même un petit peu délirant, et ça sous l'aune de la statistique et de la mathématique. Quand même bien comprendre que le simple bon sens dit, monsieur, revoyez votre modèle statistique et mathématique, parce que je veux dire là, il y a quand même un très gros problème. Et c'est pareil pour donc Heribert Illig et Uwe Topper, qui eux sont les Allemands, donc qui sont quand même un petit peu moins. Donc ils retirent 300 ans. Donc les années 614 à 911, et puis le problème de Charlemagne. Et François Tsar, sur son site, traduit un article du fameux Uwe Topper sur les dinosaures du Mont Saint-Odile. Donc au Mont Saint-Odile, en Alsace, il y a ce qu'on appelle un mur païen, enfin ce que les chrétiens d'Alsace ont appelé le mur païen, qui sont un espèce de vestige sûrement
alors qu'on dit celte, enfin c'est une espèce de grande construction qui est très intéressante et qui pose des problèmes conceptuels qu'il a mis là. Enfin c'est un peu comme ce qui reste à Karnak, ce genre de choses, un intérêt. Enfin moi je peux comprendre que ce soit intriguant et c'est très intéressant de s'intéresser là-dessus. Mais alors lui, il propose que en fait ça a été construit pour arrêter les dinosaures. Donc déjà ça fait 3 mètres de haut. Donc un dinosaure fait en plus de 3 mètres de haut, c'est quand même beaucoup de cailloux, une très grande entreprise. C'est quand même une des constructions les plus inutiles de tous les temps. Ça n'aurait pas marché. Et surtout, il y a un moment où Etopper nous dit « Réfuter veut dire, je cite, prouver de façon incontestable que dinosaures et humains n'ont jamais vécu au même moment. Démontrer veut dire que des squelettes de sauriens reposent sous les pieds des murailles. Il est l'évidence même qu'aucune preuve, ni dans un sens ni dans un autre, ne peut être apportée. Toutefois, je considère mes surprenantes propositions qui n'ont jamais été formulées comme plausibles et donc à examiner. » Non, mais est-ce que vous imaginez le temps qu'on va perdre avec ça? C'est-à-dire qu'on imagine un truc délirant et ensuite il faut que ce soit la personne en face qui vous prouve que vous avez tort. Je veux dire, le monde ne fonctionne pas comme ça et dans ce cas-là, on se perd complètement. Enfin, amener au moins un début de preuve, parce que dans ce cas-là, moi je vous dis, écoutez, c'est les dinosaures qui l'ont construit ce mur pour se protéger des humains. Et là, 3 mètres, ça correspond. Allez-y, prouvez-moi l'inverse. Allez-y, allez travailler, allez gratter au mur Saint-Odile. Donc, il y a quand même un problème de... Je veux dire, on peut s'amuser, et je sais que beaucoup de gens ont lu Fomenko ou ont lu François de Sales et ont trouvé ça marrant. Ils ont trouvé que c'était une curiosité intellectuelle intéressante. Et moi, je n'y vois absolument aucun inconvénient. Mais au bout d'un moment, soyons sérieux 2 minutes. Les gens qui travaillent, que ce soit des archéologues ou des historiens, même s'ils ne sont pas d'accord, n'ont pas le temps d'aller s'amuser à ce genre de choses. Enfin, c'est d'une chronophagie incroyable. Et puis surtout, il y a vraiment, moi je le dis, une malhonnêteté, une mauvaise foi de certains récentistes, à savoir Pierre d'Ortiguier. Je veux dire, l'homme qui ne finit jamais une phrase, qui noie le poisson. Le mec, il parle avec les notes de bas de page. On lui pose une question, il fait une incise sur une incise sur une incise, et jamais on sait de quoi il parle. Et c'est noyer le poisson, noyer son adversaire sous un flot de paroles, faire des incises. Je veux dire, il maîtrise parfaitement la dialectique heuristique et l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Enfin, je veux dire, à un moment dans une vidéo, Patrick Ditepa de Meta TV lui pose la question par rapport à ces histoires d'antiquité, l'antiquité n'aurait pas existé. Enfin, les auteurs de l'Antiquité n'auraient pas existé, donc Tepa lui dit « Mais alors, l'Antiquité n'a pas existé ?» Et il lui répond « L'Antiquité a bien existé, mais nous ne le savons pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ?» Alors moi, je dis « Non. » Voilà, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Et on lui pose une question sur Saint-Louis, et là il dit « Oui, alors ce qu'il faut savoir sur Saint-Louis, c'est que l'auteur Cameyer, il dit ça, et alors en fait, lui, machin, est le jésuite Ardouin. » Alors, moi et Marion Sigaud avons envoyé un mail à Pierre d'Ortiguier en disant, à un moment, vous dites que Jean Ardouin parle de nullum documentum, en disant, par rapport à des textes mérovingiens, en disant que Ardouin explique que, donc en latin dans le texte, nous ne conservons aucun document, donc nullum documentum. Donc on lui écrit un petit mail en lui disant, est-ce que vous pourriez nous donner la référence précise, parce que Jean Ardouin a quand même beaucoup écrit, donc est-ce que vous avez le nom du livre ? La réponse qu'il a fait. Oui, alors c'était à Poitiers. Il nous a donné la liste des livres dans lesquels ça n'était pas, parce qu'il ne se souvenait plus. Et ensuite, il a dit qu'il ne pouvait pas aller à Poitiers tout de suite, parce qu'en fait, il fallait qu'il déménage son beau-frère et tout. Et finalement, on attend toujours la réponse, voilà, pour pouvoir travailler. Parce que moi, si on me dit qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas, ça m'intéresse énormément. Enfin, je veux dire, je voudrais aller voir, pouvoir lire Ardouin, parce que déjà c'est en latin dans le texte. Et voilà, donc il a noyé le poisson et on attend toujours la réponse. Donc on peut s'amuser autant qu'on veut. Au bout d'un moment, dans l'histoire, il y a quand même, c'est un minimum sérieux. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a des gens qui, dans ces temps de mensonges absolu, aimerait bien avoir un petit peu de vérité et avoir un petit peu quelque chose à quoi se raccrocher. Je pense que ça fait quand même, depuis qu'elle existe, la télévision nous ment. Les programmes de l'éducation nationale pour nos enfants sont de pire en pire, et j'y ai travaillé, donc je sais de quoi je parle. Donc à un moment, on est dans
on est dans une phase où on a besoin d'un petit peu de clarté, et comme vous le disiez, les récentistes s'amusent à tout détruire, et ensuite c'est en miettes, et finalement ils reconstruisent rien du tout, à part que les Russes ont tout inventé. Ensuite, il y a un problème aussi par rapport au comment est-ce qu'on fait de l'histoire. C'est-à-dire que les historiens font pas de l'histoire avec les chroniques depuis le 19e siècle, et notamment un historien qui s'appelle Fustel de Coulanges, Numa Fustel de Coulanges. Il a mis en place une méthodologie donc pour traiter le matériau qui est à notre disposition. C'est-à-dire que l'historien va pas lire d'autres historiens, et puis il est bien évident que les historiens du Moyen-Âge commencent l'histoire du monde à Adam et Ève et font une espèce de continuité. Voilà, ça nous pose un problème, nous, aujourd'hui, qui est évident. Donc on va faire de l'histoire avec des matériaux qui sont devenus historiques parce qu'ils sont dans le passé, mais qui n'étaient pas faits pour ça au début. Donc si vous voulez voir de vos yeux, vous allez sur Internet et vous tapez CN-Telma, T-E-L-M-A, Charlie Novembre, Tango Echo Lima, Mike Alpha. Donc vous avez la liste des chartes originales conservées en France antérieures à 1121. Vous en avez un tout petit peu moins de 5000, d'accord ? Les chartes étant des documents officiels qui sont passés entre deux personnes ou des titres de propriété. Et vous avez toute une liste de ces chartes. Il y en a à peu près plus d'une centaine pour les années 800, je crois, et 300 ou 400 pour les années 900. Vous allez avoir en plus dedans, est-ce qu'elles sont sur parchemin, est-ce qu'elles sont sur papyrus, ce qui est un problème, je veux dire. Le papyrus est un matériau qui va pourrir dans nos régions, donc c'est pour ça qu'on en a conservé très peu. Et en plus, au moment il se fabrique dans le sud de la Méditerranée, et les invasions musulmanes ont coupé cet approvisionnement en papyrus, et c'est pour ça qu'après on va se tourner vers le parchemin. Donc le fait qu'il nous manque des traces écrites pour cette période s'explique complètement par ce que nous dit la chronologie, c'est-à-dire les invasions musulmanes. Donc vous avez 5000 chartes avant 1121, je compte même pas pour après. Il y en a une autre base de données qui devait ouvrir en novembre, c'est pour la Belgique, et là vous allez avoir des rôles d'embarquement, des comptabilités qui sont notées avec des dates et qui datent de ces époques et qui n'ont pas vocation à avoir été falsifiées. Enfin, est-ce que vous imaginez une horde de moines ou de jésuites en train de faire des fausses comptabilités qui font des pages et des pages, des faux rôles d'embarquement, des fausses donations, ce genre de choses, ça n'a quand même pas de sens. Ensuite, il est évident que l'histoire avance par hypothèse et que la science peut pas tout expliquer. Là, je fais référence à Monsieur Villaverde ou Villaverde, qui a été aussi interrogé par Meta TV, qui est un archéologue, et il nous dit oui, il faut bien se rendre compte que que l'archéologie c'est pas une science. Il y a des protocoles qui sont faits en laboratoire, et ensuite quand on est sur le terrain, on a mal fermé les sachets, il a plu sur la fouille, on a tapé, on a détruit un truc alors qu'on ne voulait pas le détruire, et puis les caisses s'empilent les unes sur les autres. Oui, en fait, on est dans le monde réel et sensible. On peut pas appliquer des protocoles de laboratoire, c'est-à-dire que l'être humain, c'est pas un précipité chimique. On peut pas savoir ce qu'il va faire, et quand on est sur le terrain, il est bien évident qu'on doit s'adapter au terrain. Donc l'idée de prendre une espèce de science dure comme ça et de vouloir l'appliquer sur la réalité et en plus sur comment est-ce que les hommes s'organisent et s'organisent en société, vous allez fatalement avoir des erreurs. Ensuite, attendez, les Chinois n'ont pas attendu les jésuites pour faire de l'histoire et s'intéresser à leurs sources. Enfin, je veux dire, c'est quand même d'un mépris pour tout ce qui est pas nous, qui est quand même insondable. Alors, évidemment, ils avaient aussi des problèmes, c'est-à-dire qu'ils ont des dynasties, puis on passe d'une dynastie et leurs documents doivent être datés, j'imagine, 4e année du règne de machin truc. D'accord, mais je veux dire, il est évident qu'il y a des historiens 11e, 12e, 13e, 14e qui se sont intéressés à leur chronologie et qui ont essayé d'en faire sens. Enfin, vous imaginez des jésuites qui ont été fabriqués avec des matériaux anciens, en écrivant avec une calligraphie. Enfin, parce qu'au bout d'un moment,
les gens qui parlent de complot sont tellement, c'est tellement ridicule qu'il faudrait avoir des traces. Enfin, je veux dire, si on a quand même des traces de tout ce passé sur lequel on travaille, si le pape, par exemple, a donné des ordres pour qu'on réécrive des trucs, on devrait avoir les lettres, les bordereaux, tout laisse des traces. Tout, je veux dire, les gens aujourd'hui qui travaillent sur les complots récents trouvent toujours un truc qui traîne, quelque chose qui n'est pas cohérent, un article qui a été écrit, quelque chose qui a été oublié. Donc, il y a des récentistes qui ne sont pas sur ce complot, mais la thèse du complot, je veux dire, le plus grand complot de l'histoire de l'humanité qui laisse pas une trace, ça me paraît quand même assez impossible. Ensuite, cette démarche hypercritique, ultra scepticisme, moi je pense qu'à diffuser comme ça, sans aucune précaution, c'est irresponsable. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser autant qu'on veut avec ses amis le soir autour d'un café et rigoler et tordre la réalité et on s'amuse, il n'y a pas de problème. Mais ensuite diffuser ça, vu l'état actuel de la société, vu l'état actuel du manque de connaissances qui a été voulu, qui a été organisé par le pouvoir, c'est irresponsable et on ne peut pas vivre. Je veux dire, vous allez dans la forêt de Rambouillet et là par terre il y a des traces de sabots. Je veux dire, il est normal que vous vous dites tiens, ça doit être un cheval, ça doit même être un cavalier, parce qu'aujourd'hui en 2015 il y a plus de chevaux sauvages. Eh ben, que vont faire certains récentistes? Ils vont prendre le seul cas où en fait c'était un zèbre qui s'était échappé du zoo. Pour dire maintenant, quand on voit un sabot de cheval, enfin quand on voit un sabot, une trace de sabot dans la forêt, on doit se dire, ça doit être un zèbre. C'est bon, on est bien obligé pour vivre de faire des hypothèses qu'on ne peut pas prouver absolument scientifiquement, et c'est ce que fait l'historien. Il essaye de construire par rapport à des hypothèses. Et une fois que le modèle a été établi, si on veut dire que dedans il y a une erreur, ce qui est possible, je veux dire, en ce moment il y a une controverse assez intéressante, à savoir est-ce que Clovis s'est fait vraiment baptiser en 496, puisqu'en fait, on est en train de se demander s'il s'est pas fait baptiser un peu plus tard. Et pour faire coïncider avec la bataille de Tolbiac, on aurait mis les deux événements au même moment, alors qu'en fait, ça serait séparé de quelques années. Bon, bah voilà, c'est un débat d'historien. Pour l'instant, la question n'est pas tranchée. Ça n'enlève pas le fait que Clovis a existé, ça n'enlève pas le fait que la bataille de Tolbiac a existé, et ça n'enlève pas non plus le fait qu'il s'est fait baptiser. Et à la limite, ce sont des débats d'historiens qui n'intéressent que les historiens, entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'est pas une remise en cause comme ça. Et moi, ce dont j'ai assez, c'est le récentisme. J'ai l'impression à infiltrer nos milieux entre guillemets de dissidents. Même si, c'est un terme qui ne veut pas dire grand-chose, mais aujourd'hui, vous allez dans la rue et vous interrogez la boulangère. Ou j'en sais rien, ou vos parents ou vos amis, et vous leur parlez récentisme, personne n'en a entendu parler, vous leur expliquez le concept, tout le monde s'en fiche. Ce sont des trucs qui ne touchent que les gens dissidents, les gens qui sont extrêmement sur Internet, les gens qui ont compris qu'il y a des complots, entre guillemets, ce qui est totalement vrai, je veux dire. Il est évident pour tout le monde, j'imagine, dans cette salle, que le 11 septembre n'est pas un accident islamiste de la circulation aérienne. Je pense qu'on a à peu près tous compris de quoi il s'agit. Et donc ces gens qui sont dans la logique du complot, j'ai l'impression qu'on a conçu un produit spécifique pour nous. C'est quelque chose de marketing. Ça va toucher les gens qui ont une ouverture d'esprit comme ça au complot, au mouvement. Aussi la question du révisionnisme, même si évidemment on ne peut pas en parler ici parce que c'est puni par la loi, mais des gens qui se posent comme ça des questions par rapport au révisionnisme historique. On leur a construit un espèce de truc, un espèce de casse-tête qui est chronophage, qui est délirant et qui a pour... puisqu'après tout, Jésus dit qu'on juge un arbre à ses fruits. Quels sont les fruits du récentisme? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous coupe du reste de la population. Parce que c'est déjà extrêmement difficile de faire comprendre aux gens
que la télévision nous manipule, que nous sommes manipulés de toutes parts et qu'il y a eu des complots et le travail que vous avez fait sur JFK et sur le 11 septembre, il est salutaire. C'est déjà compliqué. Alors si en plus après on va leur dire que le Moyen-Âge n'a pas existé et qu'il y a la Terre creuse et que les reptiliens et que la planète Nibiru, c'est bon, je veux dire, vous n'êtes plus du tout compréhensible pour personne. Ensuite, ça nous déracine et ça nous coupe de notre histoire. C'est-à-dire catholique ou pas catholique, je veux dire, le Moyen-Âge, il existe. Et là, je sens bien, pour moi, je vois pas en quoi c'est dissident, entre guillemets, le récentisme, puisque ça va complètement dans le dogme actuel. C'est-à-dire, nous ne sommes pas les héritiers d'une longue histoire, nous sommes un espèce d'homme nouveau, et quelque part, ça fait très très bien le pendant à ce qu'a déclaré il n'y a pas très longtemps Attali. Je n'ai pas besoin de racines, je ne suis pas un radis. Hein, il a déclaré ça il n'y a pas longtemps à la télévision, c'est quand même d'une sophistique assez intéressante. Et là, il y a un enjeu qui est là-dessus sur le récentisme. Catholique ou pas catholique, on s'en fiche. Nous sommes aujourd'hui en France les héritiers d'une tradition multiséculaire qui vient des Grecs, qui prenaient eux-mêmes, je veux dire, Pythagore a passé des années à étudier dans des temples égyptiens. Donc c'est un savoir multimillénaire qui s'est passé de génération en génération et qui pour moi est complètement dans le sens de la doxa. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas effacer Virgile, Ovide, Pythagore, Sénèque, Caton, ça s'efface pas comme ça. Je veux dire, déjà, il faut bien savoir que saint Augustin disait qu'il pleurait quand il lisait la mort de Didon lorsqu'Aînée la retrouve aux enfers. L'abbé Sugère, très bien connu pour ce qu'il a fait en Saint-Denis, citait les vers d'Horace. Enfin, je veux dire, cette tradition, elle existe. Et puis, je veux dire, cette création littéraire, cette puissance. Enfin, je pense que je sais pas, allez sur Internet et lisez quelques pages de Virgile, quelques pages d'Ovide, quelques pages de Sénèque. Je veux dire, c'est d'une force et d'une puissance. Je veux dire, nous là ensemble, on se dit on va écrire un nouveau roman style Victor Hugo. On n'y arriverait pas. Ce sont des œuvres qui ont été copiées dans les scriptoriums. Vous demandez comment cette tradition est arrivée par les moines, parce qu'elles ont une qualité littéraire qui est indéniable. Je veux dire, c'est pas 4 petits moines dans leur coin qui vont pouvoir écrire toute cette littérature incroyable et qui est d'une force et d'une qualité extraordinaire. Ça me paraît quand même impossible. Ensuite, cette connaissance des Grecs s'est passée tout simplement par effectivement les Byzantins, puisque de toute façon le grec était resté la langue liturgique dans l'empire byzantin, enfin chez ceux qu'on va appeler les orthodoxes après le schisme de 1054, de la même manière que le latin est resté jusqu'à Vatican II la langue liturgique des catholiques romains. Donc ce sont beaucoup eux qui nous ont passé ces textes et qui étaient connus au Moyen-Âge sans problème et qui ont été écrits. Et surtout, il faut bien comprendre que la vision du monde d'un médiéviste n'est pas de conserver la lettre pour la lettre. Nous, aujourd'hui, si je vous dis, bon, écoutez, on va réécrire Victor Hugo parce que franchement, Les Misérables, il y a des moments, c'est répétitif, on est extrêmement choqués puisque un texte ne peut pas être bougé. Parce qu'on vit dans un monde où il y a la possibilité d'impression. Alors que au Moyen-Âge, la transmission était la question importante. Donc, il est totalement vrai de voir que certains textes, notamment, c'est moins vrai pour les textes littéraires, mais c'est assez vrai pour les textes de philosophes, par exemple. On a certaines versions où le copiste s'est dit, bon là, Platon répète, on va barrer, c'est bon, il l'a dit une fois. Et si des textes ont un phrasé, ont un parlé, ont un latin qui n'est plus du tout le latin de Cicéron, mais qui semble être du latin du XIVe et du XVe, c'est bien parce qu'il a été copié au XIVe et au XVe. C'est-à-dire qu'un copiste qui se dit, qu'est-ce que c'est que ça, cette formule, là, je la connais pas, je la simplifie, c'est comme ça que ça fonctionnait, parce que ce qu'on voulait, c'était transmettre le sens. Donc, le fait de dire la langue des ouvrages qu'on a de Platon ou de Cicéron, elle semble être une langue du XIe, XIIe, XIIIe ou XIVe siècle, je vous dis oui,
tout à fait, mais en quoi ça prouve qu'elle a été créée au XIe, XIIe, XIIIe siècle? Ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est pareil je relisais les évangiles il n'y a pas très longtemps. La question de savoir si Jésus est le Fils de Dieu, mettons ça de côté, parlons en histoire. Je veux dire, Fomenko qui dit que ça s'est passé à Constantinople. Je veux dire, quand vous lisez les évangiles, on voit bien qu'il y a des Romains. Ils citent des villes qui sont autour, à côté du Jourdain, autour du lac de Tibériade, et même les impôts. Parce qu'à un moment, ils passent quelque part et ils doivent payer le 10 drachmes, je vous signale. Et comment est-ce que vous voulez qu'un moine du XVe siècle sache ce qu'on sait maintenant aujourd'hui, que le 10 drachmes était bien la monnaie qui était utilisée à l'époque? Donc, ces histoires de ces évangiles, elles sont bien situées à cet endroit-là. D'un point de vue historique, je veux dire, c'est une monnaie grecque qui a continué à être utilisée par les Romains. Je veux dire, ça s'invente pas. Comment est-ce que vous voulez que ensuite quelqu'un qui vive dans une autre partie du monde puisse avoir ce détail-là? C'est complètement ridicule. Donc voilà, s'amuser sur le ressentisme, c'est une chose. Ensuite, par exemple, la question que vous évoquiez sur comment ça s'appelle, sur les Bretons qui semblent attendre le retour d'Arthur. Enfin, je suis désolée, mais dans ce cas-là, un historien dans 250 ans pourra se demander pourquoi est-ce que les Israéliens juifs ont mis 2000 ans à revenir en Terre Sainte. Pourquoi ne sont-ils pas revenus tout de suite? Comment se fait-il que, à partir des années 1880, d'un coup, alors que ça faisait 1900 ans qu'ils étaient partis, on s'est mis à dire il faudrait qu'on revienne là-bas, puis on a monté tout un plan pour qu'ils y retournent. Donc moi je pense que cette histoire d'attente du roi Arthur dans les années 1050 au Xe ou XIe siècle, elle est de toute façon liée à une société qui se christianise de plus en plus. Et donc, comme il y a un retour du Messie qui est attendu, il transfère sur le roi Arthur. Et voilà, ils attendent le retour du roi Arthur. Pareil sur l'architecture. On n'a rien construit pendant 300 ans. Si ça fonctionnait. Enfin, moi, je vis dans une maison qui a été construite en 1850. La toiture a commencé à s'écrouler dans les années 1900, donc ils ont refait la toiture. Et puis depuis, on n'y a pas touché. Donc les thermes de Cluny ont continué à fonctionner jusqu'au XIVe siècle. Toutes les thermes, ou même en Avignon, à Arles, les bains publics fonctionnaient. Il n'y avait pas besoin de les rénover, de les reconstruire. Et en fait, c'est la peste, la grande peste de 1348, qui a véhiculé l'idée que l'eau pouvait être vecteur de la peste. Et c'est à ce moment-là que ces endroits, ces moments où ça a été abandonné, et notamment pendant un certain temps, les thermes de Paris ont été fermés. Voilà, je vais m'arrêter là. Je peux rebondir sur certaines choses, peut-être dans un premier temps. D'abord, j'ai noté quelques petites choses. Vous avez évoqué les Mongols, donc il y a une vidéo juste après une diapo juste après celle-là. Non, encore un peu après, Sainte-Sophie. Voilà, encore un peu. Voilà le trajet qu'est censé avoir fait. On ne va pas s'attarder trop sur les Mongols, mais je trouve que c'est un des éléments les plus intéressants des thèses de Fomenko, qui montre que cette histoire de Mongols qui envahit l'Europe n'a strictement aucun sens. Voilà les 10 000 kilomètres qu'est censé avoir fait Gengis Khan. Et diapo suivante, son véhicule. Il se déplaçait sur une yourte tirée par des bœufs, comme vous le savez. Je vous laisse le soin de réfléchir un petit peu à l'absurdité de la chose. Il faut réfléchir un petit peu. Il y a des choses qu'on nous dit et qu'on accepte telles quelles, jusqu'au moment où on se pose la question, est-ce que vraiment ça a du sens ? Donc posez-vous la question. Et puis voilà un élément qui est intéressant, parce que Fomenko va montrer une de ses thèses. Alors comme je l'ai dit, il y a des choses que dit Fomenko qui vont beaucoup trop loin. Il y a des récentistes, ça part un peu dans tous les sens. C'est un véritable chantier, le récentisme. Il y a des écoles concurrentes, il y a plein de choses. Et il y a des gens qui se connaissent même pas, qui disent des choses qui vont dans le même sens. Donc c'est pas. Alors évidemment, on peut caricaturer. Moi, c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui de la part de Madame Colombi, de la caricature. La caricature, c'est pas de la critique. On peut toujours prendre un point et le caricaturer et ridiculiser tout un mouvement en ridiculisant une erreur. Évidemment, ça c'est toujours possible. On peut toujours faire ça.
Une des choses intéressantes chez Fomenko, c'est qu'il montre que à partir de la montée au pouvoir des Romanov en 1600 et quelques, il y a une modification de l'histoire, il y a une propagande d'État. L'histoire est une arme politique des régimes qui veulent justifier leur pouvoir par l'histoire, en se vieillissant, en s'inventant des ancêtres. Ça a toujours été comme ça. Ça l'est encore et ça l'était déjà à la Renaissance. Est-ce que c'est possible? On peut évidemment discuter comment c'est possible de modifier toutes les archives, mais on arrive assez facilement à le comprendre. C'est pas quand on se replace à l'époque, la rareté du livre, la structuration de plus en plus hiérarchique de l'Église, etc. Vous savez, il ne s'agit pas de faire disparaître tout un tas de sources. Il s'agit d'imposer un discours. Le discours contraire, il s'éteint par lui-même, il disparaît. Il n'y a pas besoin d'effacer des choses dans tous les livres. C'est simplement quand on a le pouvoir, on est capable d'imposer un discours. Alors donc, selon Fomenko, à partir des Romanov, on a une modification de l'histoire de Russie qui vise à délégitimer le pouvoir précédent en le faisant passer pour un joug mongol, c'est-à-dire en le faisant passer pour le pouvoir d'une dynastie étrangère. Donc on a dit que ces Mongols, qui à l'origine étaient des Russes, effectivement, en fait venaient des steppes d'Asie centrale, et par une suite de malentendus, on a fini par nommer la Mongolie le pays de ces braves gens qui aujourd'hui s'imaginent être tous les descendants d'un conquérant de l'Europe, ce qui n'a strictement aucun sens. La Mongolie est un désert archéologique, un empire ne peut pas exister sans construire des routes. Il n'y a pratiquement rien d'écrit en mongol. Cette histoire de Mongol est une bonne entrée en matière pour comprendre que dans l'histoire officielle ou consensuelle, il y a des choses qui sont complètement absurdes, énormes, et qu'on nous apprend à l'école et qu'on finit par admettre parce qu'on pense que les gens qui nous l'apprennent savent de quoi ils parlent. C'est un bon exemple, à mon avis. Je voudrais rebondir sur la question de la preuve. C'est important, effectivement, de clarifier ça. On ne peut pas prouver que quelque chose n'a pas existé. Il faut bien comprendre ça au niveau logique. On ne peut pas prouver que les licornes n'ont pas existé. Par contre, on peut prouver que les girafes ont existé. D'accord ? Donc la charge de la preuve revient toujours à celui qui prétend que quelque chose existe. Alors si je prends Charlemagne, par exemple, c'est à ceux qui prétendent que Charlemagne a existé de le prouver. Alors ils répondront, bah oui, mais ça fait longtemps qu'on l'a prouvé, Charlemagne, on a plein de trucs. Donc le récentiste, lui, ce qu'il fait, c'est il regarde les preuves et il dit, elles ne sont pas concluantes. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Il faut regarder les preuves. C'est un énorme travail. Moi, je n'ai pas fait le travail. Je suis là juste, je rentre dans le débat. Donc, il y a des choses, je vais évoluer, mais c'est comme ça que ça marche. On regarde les preuves de l'existence de Charlemagne ou de tel truc, et on examine si elles sont concluantes. Pareil pour une œuvre littéraire. Et autre chose que je voulais dire d'ailleurs avant de parler des... Évidemment, Virgile existe, on ne détruit pas Virgile Tacite. Simplement, si ça a été écrit à une autre période, ça n'enlève rien à la beauté de la chose. Si Virgile, Ovide et tout ça ont écrit à la Renaissance plutôt qu'à l'Antiquité, qu'est-ce que ça change véritablement dans le génie humain, dans la beauté de l'aventure humaine? En fait, une des leçons intéressantes du récentisme d'ailleurs, à mon avis, c'est que ça rend l'aventure humaine beaucoup plus extraordinaire, merveilleuse et impressionnante. Parce qu'en fait, le récentiste aboutit à une chronologie beaucoup plus courte et il remet en question cette idée que les civilisations meurent, disparaissent et qu'on redécouvre l'eau chaude à chaque fois. En réalité, le récentiste va montrer de manière, à mon avis, assez convaincante que les acquis de connaissances ne disparaissent pas vraiment. Par exemple, les récentistes s'appuient sur la cartographie. Le tracé des continents, de la géographie progresse. Il n'y a pas de période où, à l'Antiquité, par exemple, on est censé avoir dressé la carte de l'Europe, parce qu'un empire, il faut quand même qu'il y ait des cartes. S'il n'y a pas de carte dans l'Empire romain, on ne voit pas très bien. C'est pas possible. Ils devaient avoir des cartes. On ne les retrouve pas, mais enfin, on en retrouve des copies. Et puis, au Moyen-Âge, au moment des croisades, ils n'ont plus de cartes. On ne sait pas d'ailleurs très bien comment ils vont à Jérusalem. Et puis après, tout ça, c'est pas possible. Le savoir, quelque part, ne peut pas véritablement disparaître. En tout cas, c'est une des conclusions dans lesquelles on aboutit avec le récentisme. Et ça, c'est beaucoup plus... pour moi, je trouve ça vraiment inspirant comme vision des choses. L'humanité progresse à une vitesse beaucoup plus impressionnante qu'on croit. Et les centres de gravité de la civilisation changent de place, mais en fait la connaissance fondamentale circule et ne disparaît pas. Donc de ce point de vue-là, vous voyez, le récentisme ne détruit pas. J'ai dit à un moment que j'allais enrichir le Moyen-Âge, tout simplement parce que beaucoup de choses donc, ont été créées si on pouvait revenir à la Grèce,
Je vais pas m'étendre sur la Renaissance encore avant. Voilà, ça c'est Saint-Omer. Voilà, tac, encore un coup. Voilà, voilà, ça, voilà. Parlons par exemple de la Grèce. Peut-être juste un point avant sur l'Antiquité romaine. La clé de la solution pour l'Antiquité romaine, c'est de comprendre qu'au XIVe siècle et XVe siècle, on a, à Florence en particulier, le berceau de la civilisation, on a une activité éditoriale colossale, on a les Médicis, qui sont une famille d'origine de médecins, on suppose, vu leur nom, mais en tout cas d'origine de banquiers, devenus les maîtres de Florence. Par leur argent, ils acquièrent le pouvoir politique, et c'est un Médicis qui devient pape, Léon X, peu après. À cette période-là, c'est là que tout se joue, si vous voulez. C'est là qu'on produit une quantité colossale d'œuvres en latin, et par un mélange d'erreurs, de fraude et de fraude, hein, parce qu'il y a des gens comme par exemple Poggio Bracciolini, qui est un Florentin qui prétend avoir traduit Tacite, et on soupçonne pour de très bonnes raisons de l'avoir en réalité inventé. Il y a des choses qui viennent. Il y a une activité éditoriale colossale à cette époque-là, et les récentistes prétendent montrer, je pense de plus en plus qu'ils ont raison, que pratiquement tout est créé à cette période-là. Alors il y a une partie des œuvres qui sont créées à cette période-là. Il y a Platon qui crée Platon. Platon, qui est un platonicien dont on n'a pas retrouvé les œuvres, mais probablement c'est lui qui a écrit les œuvres de Platon. Ils fondent ils fondent une nouvelle académie platonicienne grâce à l'appui des Médicis à Florence, dans lequel il fait traduire toute l'œuvre de Platon et de Plotin. Plotin, tout ça, il y a des tas de soupçons qui circulent. Il y a Tite-Live qui aurait pu être inventé par Tito Livio. Et c'est pas forcément véritablement de la fraude au départ, c'est simplement des gens qui se donnent des surnoms et qui écrivent des œuvres dans le style ou dans... Il y a aussi une part d'erreur dans la mesure où il y a des choses qui viennent du XIIIe siècle, mais qu'on ne sait plus très bien si c'est ancien d'un siècle ou d'un millénaire. Il y a un mélange de choses, il ne faut pas parler de complot, personne ne parle de complot. Jean Hardouin parlait de complot, mais Jean Hardouin se trompait, c'était un jésuite qui était un peu parano, mais il a fait des autres... Personne ne parle de complot. François de Sart parle de complot. Comment ? François de Sart parle de complot. Je ne connais pas. François de Sart... Ah, François de Sart, non, il ne parle pas de complot, non. Il ne parle pas de complot, François de Sart, je l'ai avec moi. Oui, mais parce qu'il paraphrase Jean Hardouin, peut-être, ouais. Non, mais bon, il y a des chants, effectivement, on peut toujours trouver des choses à redire dans le détail. Il faut voir les choses en gros. Il faut lire Fomenko, qui n'est pas un charlot, qui a publié 7 volumes comme ça, des bibliographies de plus de 2000 titres. C'est un travail qu'il faut lire avant de critiquer. Je ne vais pas rebondir sur le fait qu'il est irresponsable de faire du récentisme, mais simplement dire il n'y a pas de panique, il n'y a pas péril en la demeure, le récentisme n'est pas au programme des scolaires encore, il n'y a pas de lobby récentiste qui milite pour que ça soit introduit à l'école primaire, il faut quand même être sérieux. Il n'y a pas de danger, pas la peine de créer un mouvement SOS récentiste et touche pas à ma chronologie. Donc, et là, c'est qui fait de la caricature là ? Voilà. Donc, alors parlons un peu de la Grèce. Voilà, juste un exemple. La Grèce. Vous avez le Parthénon. Diapo suivante. Voilà comment il est aujourd'hui à peu près. En 1674, voilà comment il était. Il avait un toit, il y avait un minaret. C'est un bâtiment qui est censé avoir été construit au 5e siècle avant Jésus-Christ. À une époque indéterminée, il a été transformé en église, et puis en 1400 et quelques, en mosquée avec un minaret. Il était comme ça, en 1674, il a explosé parce que les Ottomans, dans une bataille contre les Vénitiens, y avaient mis de la poudre et boum, ça a explosé, plus de 3, et c'est comme ça que depuis, il est devenu tel qu'il est. Voilà, jusqu'en 1800, diapo suivante, jusqu'en 1800 et quelques, il y avait cette tour à côté de l'acropole, enfin sur l'acropole, qu'on appelle la tour Franque. Un archéologue bien connu, Schliemann, je ne sais plus exactement, le découvreur de Troie, qui fait partie de ces archéologues très très douteux, comme il y en a un certain nombre. Celui qui a découvert le tombeau de Toutankhamon, je vous conseille de voir la vidéo de Fomenko là-dessus, c'est quand même quelque chose. L'a fait détruire cette tour Franque parce qu'elle dépareillait, ça ne faisait pas assez grec. Mais en réalité, si on observe d'après les photos qu'on a, on a l'impression qu'elle a été totalement intégrée, elle fait partie du décor. La Grèce a été conquise par un croisé et devenue un duché franc en 1300 et quelques.
D'accord ? Ce duché franc, fondé par Othon de la Roche, je crois, a fait de l'acropole le symbole de son pouvoir. Il est très probable que c'est à cette époque-là que la tour franque et l'acropole et le Parthénon ont à peu près la même origine. Et ce qui n'est pas non plus sans rapport avec tout ça, c'est que tout ça est passé sous le pouvoir des Florentins. Hein. Donc Florence est le cœur de la fabrication de l'Antiquité. Hein, donc vous avez des choses, vous voyez, que quand on les voit, quand on les sait, déjà on peut quand même se poser des questions. Pourquoi a-t-on détruit cette tour franque qui faisait un peu trop Moyen-Âge, quoi, hein. Donc il y a de très bonnes raisons. Moi je pense qu'effectivement on peut montrer, c'est choquant, c'est déstabilisant, mais bon, si c'est vrai, il faut bien, en tout cas il faut se poser la question que l'acropole est médiévale, hein, et non pas antique, et que en 500 avant Jésus-Christ il n'y avait rien là, il y avait la Grèce antique n'existait pas. On peut le montrer avec les œuvres littéraires de Homère. Il y a des choses très très intéressantes sur Homère. La diapo suivante, c'était Saint Omer, mais je vais pas avoir le temps de le dire. Il y a en Grèce une famille Saint Omer qui parmi lesquels beaucoup de croisés, beaucoup de seigneurs de ce clan près de Calais, hein, d'origine près de Calais, ont participé aux croisades, se sont installés en Grèce. Et il y a beaucoup de raisons de penser qu'Homère, en fait, a été écrit dans cette période-là, puisque l'Iliade ressemble quand même par beaucoup de points à la croisade. Alors, l'Iliade n'est pas un récit de croisade, évidemment, mais ceux qui ont écrit l'Iliade, probablement, avaient des chroniques de croisade dans la tête. L'Odyssée ressemble beaucoup à des sagas islandaises. Et tout un tas d'études très approfondies qui ont été faites sur Homère. Et de toute manière, on se pose des questions sur Homère depuis très très longtemps. Ça fait très très longtemps que Homère suscite énormément de soupçons pour des tas de raisons. D'abord, l'idée qu'elle a été composée en 800 et écrite en 600 pose d'énormes problèmes. Il y a des tas de livres qui ont été écrits pour essayer d'inventer une histoire comme quoi les gens étaient capables de mémoriser ça et qu'on l'a écrit. Quelque part, ça tient pas la route. Il y a aussi des problèmes de contenu dans Homère qui... En fait, c'est très simple. Homère ne correspond pas, et ça a été dit depuis déjà plus d'un siècle, la vision, l'anthropologie d'Homère, notamment la vision de la vie après la mort d'Homère, ne correspond absolument pas à ce qu'on peut imaginer avoir été l'anthropologie des Grecs. Hein, il y a toujours, ça c'est un problème qui est très ancien. Homère on peut pas avoir à la fois Homère et puis tout ce qu'on estime avoir par ailleurs dans la Grèce. Donc tout ça, évidemment, aujourd'hui, je ne pense pas pouvoir convaincre quelqu'un de quoi que ce soit, sinon que quand même le récentisme est une démarche sérieuse, qui est très riche, qui n'est pas nouvelle en fait, hein, qui est le prolongement de beaucoup de choses. On n'a pas eu le temps de parler de la Bible, mais tout ça est très lié à la Bible, parce que la chronologie telle qu'elle a été établie au XIXe siècle se basait encore sur la Bible. Toute l'archéologie elle-même de la Mésopotamie et du Moyen-Orient s'est basée sur la Bible. On a dit Abraham a vécu en 2300 avant Jésus-Christ, donc il faut bien que l'empire de Babylone ou toute la Mésopotamie ait déjà existé en 3000. Tout ça a été basé sur la Bible. La Bible, on sait aujourd'hui, n'est pas fiable. Elle a été écrite très tardivement. Elle n'a strictement aucun fond historique de ce point de vue-là. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est obligé aujourd'hui de remettre des choses en question. Voilà, enfin, je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais ça m'a permis de rebondir sur certaines choses. Et j'ai d'autres choses à dire, mais on va laisser des questions parce que c'est... On va peut-être... Oui, je voudrais juste dire que pour ce qui concerne les Mongols, la seule chose que je sais, parce que je les ai vus de mes yeux, c'est que, je ne sais pas pour Gengis Khan, mais ce qui est évident, c'est qu'il y a des peuples qu'on appelle les Mongols, alors d'où ils viennent exactement, je ne sais pas, mais qui sont présents pas très loin de Bagdad et en Turquie au moment après la 7e croisade, puisqu'ils existent et en plus ils sont maintenant disponibles en ligne aux archives nationales de Paris, des correspondances entre Philippe le Bel et le Grand Khan. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont essayé de s'allier
pour reprendre Jérusalem. C'est déjà depuis Saint-Louis, parce qu'il fait référence, et on a conservé cette correspondance, en tout cas entre Philippe IV le Bel, celle-là je l'ai vue, et le Grand Khan, et donc ils discutent pour savoir est-ce qu'ils vont pouvoir ensemble s'aider pour pouvoir attaquer le monde musulman. Et puis finalement ça ne se fait pas. Ce Grand Khan-là meurt, et l'année d'après son fils se convertit à l'islam, donc il n'est plus question pour Philippe le Bel et puis pour les Francs de repartir dans la Terre Sainte qu'ils ne verront pas. Ensuite, le problème, c'est la chronologie. Je veux dire, le révisionnisme historique, il est salutaire, il est sain, et la personne qui ne le fait pas est un dogmatique. Mais justement, ce qui est problématique, c'est la chronologie, parce qu'au final, ça nous emmène vers des questions qui ne nous intéressent pas. Je veux dire, aujourd'hui, un élève de 3e connaît par cœur la Première Guerre mondiale pour le brevet. Il sait quand elle commence, il connaît les batailles, il sait de quand dure Verdun, le chemin des dames, quand est-ce qu'elle finit. Par contre, pourquoi la guerre? Qui l'a fait? Qui la finance? Pourquoi a-t-on détruit l'Empire ottoman? Pourquoi a-t-on détruit l'Empire d'Autriche-Hongrie? Il n'a jamais entendu parler du Bagdad-Ban, par exemple, et on ne lui parle pas des enjeux. C'est ça l'histoire, c'est-à-dire évidemment qu'il y a celui qui écrit l'histoire, comme on dit, et celui qui va gommer certains enjeux et ne pas expliquer qui finance qui. Je veux dire, aujourd'hui, on sait que des lords anglais ont financé l'épopée de Guillaume le Conquérant en 1066 pour le mettre dans les pattes du roi parce que c'était dans leur intérêt. C'est ça. C'est ces enjeux-là qui sont cachés, mais je veux dire la chronologie, et donc se poser la question de telle date à telle date, ça a vraiment quand même très peu d'intérêt. Alors, au Moyen-Âge, ils n'ont pas de carte, je suis enchantée de l'apprendre, parce que moi j'en ai vu, mais donc voilà. Ensuite, le problème de si Virgile a été créé au XVe siècle, comment ça se fait que Saint-Augustin le cite? Parce qu'en fait, après, il y a un problème qui s'appelle, bon ça je vais quand même pas vous l'apprendre, puisque vous êtes... c'est l'intertextualité. C'est-à-dire que quand on a des auteurs qui citent d'autres auteurs, il doit forcément être avant. Je veux dire, si moi je dis que c'est ma grand-mère qui me l'a raconté, ma grand-mère peut pas vivre en même temps que moi ou après moi. Donc quand vous avez Saint-Augustin qui cite Virgile, alors il faut que vous déplaciez tout le monde sur l'échiquier parce que lui il cite et machin et c'est après. Et je suis sûre que si on le fait sérieusement, ça ne tient pas. Ensuite, attendez, pour Florence, les Médicis, oui, c'est vrai, ils ont financé abondamment l'art. Ils ont voulu, parce qu'ils se prenaient pour des empereurs qu'on refinait, enfin, qui est une esthétique de l'Empire romain, parce que il faut quand même savoir que tout ça, ce sont des guerres culturelles, puisque ce qu'on appelle le gothique, c'est né en France. Hein. À l'époque, ça s'appelait Opus Francigerum, et les Italiens ont décidé que c'était moche et qu'il fallait créer une nouvelle architecture et qu'elle ne soit pas française. Donc évidemment qu'il y a des guerres et des enjeux culturels, mais enfin, les Médicis étaient des vendeurs d'armes, hein, des trafiquants d'Alain et sûrement d'esclaves. Hein. Jacques Hertz le montre très bien. Donc ils se sont créés autour d'eux toute une cour qui retraduisait ou qui recréait, et l'histoire de Tite-Live, elle est dans l'autre sens. C'est exactement comme durant la Révolution française, les gens qui se sont mis à s'appeler Gracchus ou qui ont pris des noms romains. C'est bien parce qu'il était fan de Tite-Live qu'il s'est appelé Tite-Livio. C'est pas parce qu'il s'appelait Tite-Livio qu'il a créé Tite-Live. Je veux dire, c'est complètement inversé. Ensuite, pour Homère, alors là, je pense que Homère, de toute façon, c'est un récit fantastique. Je veux dire que la guerre de Troie n'ait pas existé, je veux bien le croire, de la même manière qu'on est d'accord que l'Ancien Testament, ce sont des récits mythiques. On retrouve le personnage de Noé dans l'époque sumérienne. En plus, de toute façon, ce sont des histoires qui ont une très forte charge symbolique, qui ont été perdues aujourd'hui. Hein. Je vous signale que Hercule, comme son pendant sumérien, ces 12 travaux, en fait, ils traversent les 12 maisons du zodiaque. Donc c'est pour ça que il y a l'histoire du lion, comme le lion, et donc et ensuite ces récits se sont passés par la tradition, par la parole qui existe. Je veux dire, aujourd'hui, on sait que c'était des traditions de l'oral. Et ils avaient la capacité, il existe encore aujourd'hui dans certains lieux très reculés du Yémen, des gens qui sont capables
d'apprendre, de retenir et de transmettre des milliers de vers. Alors nous aujourd'hui on a perdu cette capacité-là puisque on est sur Internet, on est sur l'écrit, mais les traditions près de l'écrit transmettaient quand même un certain matériau. Donc qu'il se soit. Et alors surtout si l'Iliade c'est les croisades, je veux dire il me semble quand même bien que quand on lit l'Iliade, on a des Romains, on a des Grecs avec qui se battent à la manière des Grecs. Il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas d'étriers, ils ont des boucliers ronds, ils ont des lances. Enfin, je veux dire, à un moment, ça correspond pas avec l'histoire de l'avancée des technologies non plus. Enfin, il me semble bien que quand on lit l'Iliade, je vois pas vraiment des croisés. Hein. Ils n'ont pas de code de maille. Ça ne correspond pas du tout. Voilà, je pense qu'on peut peut-être